Alors, essayer de définir l'économie collaborative, c'est très compliqué, parce que justement, c'est une réalité plurielle. Voilà. Il y a des natures de services qui sont vraiment collaboratifs, et il y a des natures de services qui sont vraiment servicielles. Euh, Uber, il y a assez peu de dimensions collaboratives dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'échanges entre le chauffeur et la personne qui monte dans la voiture. Il n'y a pas volonté à créer de l'échange. Il y a volonté à créer un service qui est extrêmement simple, qui a un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment une prestation de service. Il y a différents types d'économie collaborative. Il y a une économie collaborative qui mobilise des contributeurs qui travaillent soit de manière partielle, soit à plein temps pour les plateformes. Du coup, se pose vraiment la question du droit du travail le plus adapté pour ces nouveaux travailleurs à la demande. Parce qu'effectivement, s'ils travaillent 100% du temps pour ces plateformes, alors ils ont plus du tout vocation à avoir le statut d'indépendant et ils devraient être salariés par ces plateformes. D'où le fait que Uber a connu un certain nombre de jugements contre lui et notamment en Californie a été taxé d'une amende de 100 millions de dollars pour les chauffeurs qui étaient indépendants jusque-là. Donc on va voir comment ce modèle évolue à terme. Je pense qu'il va falloir aussi repenser les liens qui unissent en fait ces plateformes avec des travailleurs qui en fait n'ont d'indépendants que le mot et qui en réalité sont placés sous une forme de double subordination et une double subordination qui est puissante puisqu'elle est assortie de tas d'indicateurs, de tas de mesures. Hein. Je veux dire, vous êtes un chauffeur d'une plateforme, on va savoir le nombre de clients que vous avez, si vous avez été efficace, la vitesse à laquelle vous avez été, l'essence que vous consommez, enfin je veux dire, toutes sortes de choses qui en réalité sont ce que font très très bien les plateformes. Produire de la donnée, suivre, mesurer, etc. Et vous allez donc être coincé entre les avis de vos clients, ce que regarde la plateforme, et en plus, elle peut décider, et ça l'a montré, c'est l'exemple que vous preniez, tout d'un coup, de baisser de 20% et de n'avoir finalement qu'un mail à envoyer du jour au lendemain pour l'annoncer. Il est évident que ce type de rapport, en fait, n'est pas durable sur le long terme. Mais on voit de plus en plus de plateformes qui décident dès le départ de salarier les indépendants qui en fait réalisent l'essentiel de la valeur. Il y a un certain nombre de plateformes qui mobilisent des personnes qui n'ont pas du tout vocation à être rémunérées. Et puis il y a un certain nombre de plateformes qui mobilisent des personnes qui sont vraiment rémunérées au cas par cas, mais ça ne constitue pas un travail à plein temps. De l'autre côté, il y a des entreprises qui sont vraiment collaboratives. Et je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est Blablacar. Parce que vous rentrez dans la voiture de quelqu'un qui est encore présent dans sa voiture et avec qui vous allez partager 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures de trajet. Et dans le cadre des entreprises collaboratives comme on appelle Airbnb, Blablacar, Drivey ou Trip and Drive, c'est aussi un liant autour de la confiance. Et en fait, il y a deux logiques complètement différentes derrière ces services. L'une où on rend capable, on empower les individus pour créer un service qui reste entre leurs mains. La qualité de l'expérience du service Blablacar, elle est entre les mains du chauffeur et des usagers. Et ça, c'est porté donc, par la technologie et c'est aussi porté par un autre élément qui, je pense, est le changement des mentalités. Voilà. La génération de nos parents était une génération qui a bénéficié d'une certaine opulence, d'une logique de consommation un peu à outrance, sans vraiment raisonner sur les conséquences de leur mode de consommation. Et nous, on a été éduqués sur la crise du pétrole, on a été éduqués sur la crise des subprimes, on a été éduqués sur le risque de ne plus avoir de pétrole et de ressources naturelles. Donc en fait, on a un regard sur les choses qui est complètement différent de celui de nos parents, et on a un comportement qui est probablement beaucoup plus engagé que celui de nos parents. On pense que ça a plus de sens de consommer comme ça et de consommer différemment. Et après, il y a un phénomène qui est strictement économique, qui là est assez récent, qui est que la crise économique qu'on a connue au cours des 5-7 dernières années a complètement accéléré le phénomène. Mais au-delà de l'économie collaborative, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le digital, comment le numérique, enfin je préfère le terme numérique à celui de digital,
impactent la vie concrète au quotidien, parce que le covoiturage, c'est des gens qui vont partager un trajet. Airbnb, c'est des personnes qui vont pouvoir dormir dans l'appartement de l'un ou de l'autre. Et de plus en plus, on parlait tout à l'heure de l'open source appliqué à la fabrication automobile, le numérique va bouleverser des chaînes de valeur dans l'économie réelle. Donc au-delà du concept d'économie collaborative, c'est comprendre comment le numérique bouleverse en fait l'économie et la société au quotidien. Mais effectivement, tout ce récit autour de la désintermédiation a un peu du plomb dans l'aile aujourd'hui, parce qu'en fait, ce dont il est question, c'est une réintermédiation. Une réintermédiation via des modalités différentes, et notamment via des grandes plateformes. Et donc, plutôt que d'économie collaborative, on devrait parler d'économie de plateforme. Et si une grande entreprise veut comprendre ce dont il est question aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la plateformisation de l'économie et de la société. Et plutôt que uberisation, parce qu'en fait, au sein de ces plateformes, il y a des plateformes qui vont plutôt avoir un impact positif sur la création d'activités économiques, qui vont aussi parfois permettre de relocaliser une partie de l'économie. Et puis il y en a d'autres qui effectivement posent question, et on peut s'interroger sur la précarisation éventuelle accélérée de l'économie et de la société. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première quand même, les deux premières choses extrêmement importantes qui nous ramènent d'ailleurs à des débats qui sont forts dans l'actualité aujourd'hui, c'est que ces plateformes doivent d'une manière ou d'une autre contribuer à la fois au financement d'un certain nombre de services publics par l'impôt et au financement de la protection sociale. Alors, selon leur cas, elles le font plus ou moins. En général, c'est plutôt beaucoup moins que plus. Mais enfin, d'une manière générale, il faudra bien régler ce cas qui est unique en fait dans l'histoire, où on voit une partie énorme de la valeur qui est captée et qui ensuite part dans des paradis fiscaux et échappe la plupart du temps à l'impôt. En réalité, à cause de cela, une bonne partie des fondamentaux de l'économie numérique aujourd'hui ne sont pas durables. Ne sont pas durables parce qu'ils captent une trop grande valeur par rapport à ce qu'ils reversent pour que cette valeur continue sur le long terme d'être produite. Si on a des gens qui aujourd'hui contribuent à l'économie et à la société de pair à pair, c'est parce qu'ils sont bien éduqués, en bonne santé, qu'ils ont du temps libre. Ces trois choses-là sont financées par des impôts ou des taxes. Et donc, si les plateformes qui captent une grande partie de sa valeur ne reversent pas, ne payent pas au pot, au fond, eh bien sur le long terme, ça menace tout simplement l'équilibre du système.